qu'on crapaud. Non, mi ton vague, là, mais pour m'caprer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas mes bret pays, si tout bagay crochi, même si ou parent saisi, si cette monde moins calé, si ma compte pour m'oublier. Si manger dans fatra, si m'prend yon poudra, si ti moun plonge koui, devant bureau l'oni, si la ville sans avenir, si Haïti mourit, oh oh, oh oh, si cette monde moi calé, si ma bonne pour m'oublier. Si manger dans fatra, si prendre yon poudra, si tu n'es l'onge koui, devant bureau l'oni, si la vie sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on est trippé, ou pété black tétel, c'est parce qu'on exploite, ou crève des graines, ils sont papa la femme, en marabout, Lucifer, à l'os de siècle en siècle, j'ai bête bin pi à crête, c'est parce qu'on est trippé, ou pété black tétel, c'est parce qu'on exploite, ou crève des graines, ils sont papa la fête, en marabout, Lucifer, à l'os de siècle en siècle, j'ai bête bin pi à crête. Yeah, je vais mes puis après. Oh, 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 Ça me fait plaisir de te recevoir, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Plaisir partagé, Franz. Écoute, je suis très content d'être là, sur le plateau, en studio avec toi. Ça fait un bon bout, un bon bout. Il faut dire que, mesdames et messieurs, c'est mon président. Hein. Donc, il était mon président dans l'Association des anciens haïtiens du Québec. Et effectivement, mon Dieu, ça remonte quand même. Donc c'est mon patron, il faut le dire. À quelques années. Moi, je dirais pas ça comme ça. Je disais, on a été de très bons collaborateurs. Ouais. Penses-tu qu'on était de très bons collaborateurs? Oui, effectivement, on a fait du bon travail. Puis on avait à l'époque aussi une excellente équipe, des gens compétents, dynamiques, et dévoués, passionnés aussi. Oui, il faut le dire. Non seulement par l'éducation, mais aussi par tout ce dévouement qu'ils avaient pour la communauté, pour le bien-être collectif. Alors, je ne sais pas si notre président de l'époque que c'était, s'il va me permettre de le tutoyer, le voyer. Ah, ben, on est entre amis, entre nous, donc le tutoiement, s'il te plaît. Bon, eh bien, parfait, Gérald. Dis-moi, à quel endroit tu viens d'Haïti? Parce que nous tous haïtiens, c'est sûr, mais à quel endroit tu viens précisément? Nous tous haïtiens. Ma famille est originaire du sud d'Haïti. Du sud d'Haïti? Oui, du sud et de l'ouest. D'accord. Ma mère est de Tiburon et j'ai des racines au Caille, mon papa est de Pétionville. Wow. Et moi, toute la famille, on a grandi à Port-au-Prince et plus précisément au Bois-Vernat, avenue La Martinière. Donc c'est là qu'on a été éduqués, élevés. Mais les familles haïtiennes sont des familles un petit peu éparpillées. Donc nous sommes des gens du côté papa et du côté maternel, on est des mateliers. Ah, d'accord. Les mateliers, on les retrouve un petit peu partout. Oui, je pense qu'il y en a qui viennent aussi du nord. Oui, les mateliers, on les retrouve à Tiburon, on les retrouve au Gonaïve, au Caille, à Jérémie et à Port-au-Prince. Donc, c'est les 4 endroits particuliers où on retrouve ces mateliers. Les gens, ils sont partout en Haïti. Et les gens que je rencontre, parce que moi, mon nom de famille, c'est Jean. Alors, ils me demandent toujours, est-ce que tu as des Pilates? Non. Ma famille ne vient pas de Pilates, mais
Moi, j'ai coutume de dire, après l'indépendance, toutes les personnes qui n'avaient pas de nom de famille, on les a appelés Jean, Jean. Jean-Baptiste, Joseph, etc. Et, Alors, voilà. et de là, Gérald, est-ce que, comment je pourrais dire ça, les études, par exemple, parce que il faut nous donner un petit peu des idées là-dessus, à partir de qui côté on commence les études en Haïti? J'ai fait mes études primaires, vous voyez. Ensuite, j'ai fait mes études secondaires. Mes études secondaires, je les ai faites en partie. Alors, je dois vous dire, je viens d'une famille catholique, très, très catholique. Ouais. Président, à vous voir, il m'a pas obligé de respecter les normes. Bon, on fait l'entrevue en bilingue. En bilingue, d'accord. On va lire en français, et puis de toute façon, on ne comprend pas. Oh, ouais. Non, j'ai fait mes études, comme je viens d'une famille très catholique, on a eu des religieux, des prêtres dans la famille. Et je pense que certaines personnes qui nous écoutent ici, plusieurs d'entre eux de la communauté haïtienne vont sûrement avoir déjà entendu parler du père Matelier, Georges Matelier. Il était mon professeur au petit séminaire. Eh bien, c'est mon oncle, c'est le petit frère de ma mère. Ah bon? Oui, il était au petit séminaire, il a été aussi c'est un des fondateurs du Collège canado-haïtien. Par la suite, il a été dirigeant du Collège Juvénat à Carrefour et un des fondateurs aussi de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je voudrais savoir, est-ce que l'était, parce que c'était littérature, il était enseigné dans un petit séminaire collège martial. La philosophie, aussi philosophie, exactement. etc. Donc, je me tarde qu'on est-ce que finalement, il y a l'autre matière autre que ça que le Oui, il a beaucoup étudié la sociologie. En fait, c'est déjà répondu parce que vous parlez de philosophie. C'est un monsieur qui a beaucoup étudié. Beaucoup étudié. Il a deux doctorats. Wow. Il a étudié dans au moins 5 à 6 universités un petit peu partout à travers le monde. Argentine, Israël, Canada, États-Unis, en fait, nommez-les. Décédé depuis, paix à son âme. Alors, dans la famille, maman voulait avoir aussi des prêtres. Elle avait choisi 2 de ses garçons pour devenir prêtre. Un de mes grands frères et moi. OK. Alors, il nous a envoyés étudier au petit séminaire. Est-ce que vous êtes capable que nous ayons même barco? Parce que moi-même, je me rappelle, si mal séminaire, c'est parce que normalement, en fait, demandé qui ça me choisit pour me faire, me dit c'est prêtre. En fait, il vient de mourir il n'y a pas longtemps là, ça fait 2-3 mois. C'est monsieur Alex Verrier. Qui est mon mentor, parce que c'est mon oncle aussi, tu vois. Donc, nous avons un parcours un peu semblable. D'ailleurs, nous avons un paquet de prêtres dans la famille, non? Donc, nous avons à peu près 3 prêtres dans la famille. À l'époque, avoir un prêtre dans la famille, c'était quelque chose de C'était quelque chose, très prestigieux. Parce que le clergé était quand même très respecté. C'était des hommes de valeur. Tout à fait, tout à fait. Extrêmement instruits et éduqués qui pouvaient... Et par conséquent, nous-mêmes, dans la famille, tout faut nous précieux là, faut faire très attention. Il fallait garder le standing. Le standing, tout à fait. À l'époque. Ouais. Et par la suite, je ne suis pas resté. Alors, tu as dû sans doute deviner que moi, la prêtrise et moi, ça n'allait pas ensemble. Bon, je n'avais pas la vocation. Et je pense que j'ai fait 1 an ou 2. Ensuite, j'ai terminé, fait mes études, le reste de mes études secondaires au centre d'études secondaires. D'accord. Et le centre d'études secondaires qui était dans mon quartier, au Bois-Vernat, 3e avenue du Travail. Et là, c'est là que, à l'adolescence, tout ça. Et puis bon, c'est là que j'ai terminé ces études. D'accord. Par après, voilà, envoyé à Montréal pour étudier et j'ai atterri ici. OK. Et ça fait déjà bientôt une 40aine d'années que je roule ma bosse dans la ville. Et arrivé ici au Canada, Gérald, comment je peux dire ça, se voit dans le milieu en tant que tel comme futur enseignant ou bien qu'est-ce qui était comme parce que là tu es tombé dans l'enseignement, plongé dans l'enseignement aussi. Non, je ne suis pas tombé directement dans l'enseignement comme ça. Parce que quand on arrive dans un nouveau pays, comme ça, les possibilités sont immenses, on explore différentes possibilités, voir un peu ce qu'on peut faire. Mais il faut dire, 40 ans plus tôt, le Québec était bien différent du Québec d'aujourd'hui. D'abord, j'ai voulu devenir journaliste. Et je me suis dit, bon, je vais étudier en communication pour devenir journaliste. Et j'ai très vite compris qu'à l'époque, être journaliste dans cette province-ci, qui était si peu ouverte aux autres,
Effectivement. C'était comme étudier pour ne pas travailler. Je suis allé dans un métier, un domaine technique. Je suis allé étudier en électronique. Ah, donc ça veut dire que tu te connais hein, dans ce Oui, milieu-là monsieur, très bien. effectivement, je suis allé étudier dedans. Et c'est par après que j'ai bifurqué, après avoir étudié dedans, je me suis dit non, c'est pas pour moi ça. Et je suis allé en éducation, à l'Université de Montréal, où j'ai étudié en sciences d'éducation, j'ai étudié en mathématiques, etc. Et j'ai embrassé cette carrière depuis bientôt une trentaine d'années. Avoir l'électronique, en fait, au capable d'enseigner le tout, le milieu scolaire. Quoi. Oui, mais je pense que c'était plus un métier que je voulais faire pour pouvoir mettre du pain sur la table. À l'époque, c'était plus alimentaire. À l'époque aussi, l'électronique commençait vraiment à se démocratiser. On se dit, ah wow, c'est un métier de l'avenir. Pour un jeune immigrant qui rentre dans un pays comme ça, les possibilités de travailler dans un domaine technique étaient beaucoup plus élevées, beaucoup plus fortes. Et je me suis rendu compte par après, non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Je suis plutôt un monsieur de lettres. Oui, oui. Vous voyez? Ouais, de lettres, mais en même temps aussi, je suis en train de penser, parce que quand on regarde ton CV Mon en parcours. tant que tel, ton parcours, on voit que finalement, tout est un peu administratif. Oui. C'est ce côté-là qui semble être vraiment... Pas mal. Oui, Pas justement. mal, oui. Bon, je suis un monsieur de lettres, mais en même temps, je suis très cartésien. Je dois vous dire. Je suis très cartésien, c'est pour ça aussi que j'ai embrassé les mathématiques. L'autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que en exerçant ce métier de prof, j'ai découvert que, je dois vous dire, j'ai aussi étudié en droit à l'Université de Montréal, parce que, bon, je voulais suivre un petit peu le chemin, les sentiers du papa, parce que mon père était dans le droit, dans le domaine du droit, avocat. Et j'ai malheureusement pas terminé, pour des raisons plus familiales. Entre-temps, on s'est mariés, des enfants, des obligations familiales. Jadis, c'était les mamans qui restaient à la maison et les papas allaient travailler. Mais conciliation travail-famille, oui, travail-famille, était obligé de laisser la maman faire sa carrière et moi arrêter mes études du droit, ne pas les terminer pour pouvoir m'occuper des enfants. Ce que ça a été quand même, comment dire, un bon Québécois, c'était une bonne job. Des sacrifices aussi. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça un sacrifice, ça a été plutôt un choix. Un choix. Ça a été un choix. Mais bon, la vie a fait en sorte que les choses se sont déroulées de cette façon-là, mais j'ai aucun regret. D'accord, d'accord. J'ai mené une très, très belle carrière comme enseignant. C'est une carrière que j'adore. Et jusqu'à maintenant, je continue de travailler comme prof. Et vraiment, j'adore ce métier-là. Pas trop proche de la retraite. J'ai pas envie d'arrêter de travailler, France. Je dis pas mon âge, mais je suis trop jeune pour arrêter. En effet. En effet. Et, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de travailler. Mais supposons que j'arrête d'enseigner, je ne vais pas arrêter de travailler. Je vais continuer à faire autre chose, mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous voyez? J'aimerais savoir, Gérald, parce qu'on parle de formation en tant que telle, je voudrais savoir, puisque moi je suis passé par là, lorsqu'on est dans l'enseignement, lorsqu'on est en éducation, on fait ce qu'on appelle l'auto-évaluation, l'autocritique de nous-mêmes. J'aimerais savoir, est-ce que tu n'as pas eu de difficultés durant les parcours? Tu n'as pas eu des ennuis en quelque sorte? Est-ce que tout s'est filé très, très, très bien? Ou pas de problème dans le milieu universitaire, dans le milieu... de mémoire, non. Non. Sérieusement, je ne dis pas que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'embûches. Il y a toujours eu des embûches. Mais je ne sais pas si c'est ma capacité d'adaptation. J'ai quand même une très bonne capacité d'adaptation. Ma façon d'entrer dans le milieu, j'ai toujours été... Enfin, France, peut-être que c'est chance-pam, mais j'ai toujours été bien accueilli. Ouais. J'ai toujours été bien accueilli, bien accepté, et partout où je suis arrivé, dans mon milieu de travail,
je parle des patrons, je parle des administrateurs, des gestionnaires, les gens avec qui j'ai travaillé. Ils m'ont toujours considéré comme quelqu'un, comme un bon collaborateur, quelqu'un de rigoureux, professionnel. J'ai été quand même suffisamment aimé et apprécié dans les différents milieux où j'ai travaillé. Est-ce que j'ai rencontré sur mon parcours des individus qui avaient des attitudes un petit peu bizarres? Oui. Mais je pense que non, je n'ai pas été ostracisé, ni on ne m'a pas empêché d'avancer. Au contraire, moi j'ai trouvé que j'étais assez privilégié. Et d'ailleurs, je remercie tous ces gens que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont aidé à avancer. Et cette réponse-là me fait voir que finalement, tu es quelqu'un de diplomate parce que tu es capable, et même politique, parce que tu es capable de pouvoir arriver à t'organiser, à te faire accepter. Je me suis toujours dit, un des grands cadeaux que l'univers, la création, Dieu a fait aux humains, après la vie, la santé, c'est la capacité d'adaptation. Et même, je mets ça même avant l'intelligence. Parce que lorsque tu es capable de t'adapter à différents milieux, à différentes situations, tu es capable de survivre et même arriver à vivre. Oui, oui. Donc, il faut pouvoir s'adapter, ne pas être rigide, être flexible, pouvoir couler quand c'est nécessaire, pouvoir se redresser, faire comme le roseau, n'est-ce pas? On se plie. Oui, on se redresse. On se redresse. Sans plier les chines, soit dit en passant. Alors, moi, je pense que pour répondre à la question plus directement, non. Le Québec m'a bien servi. Le Québec m'a bien servi. Je sais par contre qu'il y a d'autres compatriotes qui ont eu beaucoup de difficultés à s'intégrer, à se faire une place et qui ont été victimes de situations malheureuses. Et bon, de discrimination, de racisme, on peut les nommer. Mais à ce niveau-là, j'ai été chanceux. Peut-être même un peu béni. Peut-être parce que, comme tu dis, tu étais malléable, c'est-à-dire que tu étais capable de pouvoir t'adapter, ce qu'on appelle t'intégrer dans le système. Absolument. Ouais, ouais. Et je dis aussi, quand on vient habiter, on émigre dans un nouveau pays, il faut comprendre les gens. Il faut garder l'esprit ouvert. Il faut rester positif. Et le Québec offre d'énormes possibilités aux gens qui veulent vraiment vivre là-dedans et s'adapter, faire de ce pays, leur province. Il y a moyen de vivre ici. Et beaucoup d'immigrants qui ont laissé leur pays pour venir s'établir ici sont très bien conscients que la situation qu'ils ont laissée dans leur pays est pire que celle qu'ils retrouvent ici. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Donc, il faut être capable de faire preuve d'adaptation et d'intelligence. Nous allons revenir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Gérald Jean. Il faut le dire, on va poser cette question-là. Je vais venir avec cette question-là. Le président de l'Association des enseignants haïtiens, ce n'est pas seulement ce qu'il a comme tel, ce n'est pas seulement cette fonction-là. Il a eu d'autres fonctions dans d'autres administrations. Mais précisément, je viendrai là-dessus. Pourquoi? C'est de savoir, être président de l'association, était-ce pour défendre la cause des enseignants ou bien de pouvoir aider les élèves qui étaient en difficulté? Alors, à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Si je dis prends bateau pour n'ayez comprendre, non mi-temps vague mais pour m'cabrer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas même ret pays, si tout bagay couche, même si ou pas j'en saisi, si tête mon moins calé, si m'apprendre pour m'oublier, si manger dans fatra, si prend yon boulga, si ti nèg longe cuit, tout va
Si la ville sans avenir, si Haïti mourit, oh, 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 c'est peut-être mon moins calé si ma prendre pour m'oublier. Si manger dans fatra, si boire yon coula. Si t'inèg non j'ai coulé, tout va bien au loni. Si la vie sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on était là, pour péter la tête là, c'est parce qu'on exploitait, pour crever les graines, son papa l'enfer, on m'a la police, il fait à l'os des siècles en siècles, j'ai 20 villes qui y a tête, c'est parce qu'on était là, pour péter la tête, c'est parce qu'on exploitait, pour crever les graines, son papa l'enfer, on m'a la police, il fait à l'os des siècles en siècles, j'ai 20 villes qui y a tête, j'ai 20 villes qui Alors nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre cher invité Gérald Jean, monsieur Gérald Jean. Alors Gérald, la question, je l'ai déjà posée, mais c'est de savoir exactement la raison pour laquelle, en fait, tu étais devenu président. C'est sûr que tu as fait une élection pour pouvoir être admis parmi les collègues professeurs, tout ça, mais c'était pour quelle raison? Est-ce que c'était pour défendre la cause des enseignants haïtiens ou bien pour aider aussi les élèves qui avaient des difficultés? Quand je repense à l'Association des enseignants haïtiens du Québec, l'Association des enseignantes et enseignants haïtiens du Québec, je dois préciser, il faut laisser leur place à nos collègues féminines. Je repense à toutes ces femmes et tous ces hommes qui nous ont précédés. Je pense à Hilarion Turenne, professeur Turenne. Je pense à Carlo Doutre. Oui. Je pense à Jérôme Métellus, à Pierre Saint-Sauveur. Pierre Saint-Sauveur, c'est ça. Je pense à Solon Balthazar. Ça, j'ai failli l'oublier. Solon Balthazar, à Fred Doura, Ginette Doura et Bernadette Mogil. Il y a Gentil aussi. Bernadette Julien, Vladimir Gentil. Vladimir Gentil. Et tous ces, Max Douget, Jésus Bourget, et tous ces hommes, et Il y a toutes ces Marc-Antoine femmes, aussi. Marc-Antoine Louis, tous ces hommes que j'ai rencontrés dans les années 90, j'étais un tout jeune homme. Et je me souviens, quand je suis arrivé à l'Assemblée générale de l'AIHQ, c'était ma première visite à l'association. C'était une journée d'assemblée. La première journée où j'ai mis les pieds là-bas, ils m'ont élu membre de leur conseil d'administration. J'étais un tout jeune homme fraîchement sorti de l'université. Ils m'ont fait confiance. Et ces messieurs-là et messieurs dames sont pour beaucoup dans la formation que j'ai eue. Parce qu'ils ont fait école, j'ai appris énormément avec eux. C'était des femmes et des hommes extrêmement bien formés, déterminés. Et surtout qui avaient à cœur l'éducation des jeunes du Québec, particulièrement les jeunes d'origine haïtienne. Et c'est sûr qu'à l'époque, il y avait certains défis que les professionnels de l'éducation d'origine haïtienne rencontraient et il fallait se regrouper. Oui. Il fallait se regrouper, non seulement pour être moins faible, pour pouvoir défendre nos droits, parce qu'on ne va pas se cacher, on ne va pas se mettre la tête dans les sables. À l'époque, au Québec, certains enseignants d'origine haïtienne connaissaient certaines difficultés. Vous voyez? Donc, j'en suis un. Exactement. Donc, en étant ensemble, on était plus forts, on pouvait se supporter, avoir les ressources, mais aussi savoir à quelle porte frapper en cas de problème. De notre côté,
ils étaient très sensibles aussi aux difficultés que rencontraient les élèves d'origine haïtienne. Et c'est pour ça qu'ils avaient développé différents programmes de rattrapage scolaire, des programmes de bourses. Et je me souviens encore des galas qu'ils organisaient, ils ramassaient de l'argent, ils remettaient des bourses d'excellence. Je pense que c'était la Fauchapé, Fondation Canado-Haïtienne pour la promotion de l'excellence. Ils remettaient des bourses qui encourageaient nos jeunes à étudier, à privilégier l'excellence. Et c'était admirable tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est bien dommage que tout ce travail soit aujourd'hui tombé dans l'oubli. Et je formule le vœu qu'on puisse au moins rendre hommage à ces pionniers-là avant qu'ils ne disparaissent tous, parce que certains nous ont déjà quittés. C'est un projet que parce que je t'avais déjà rencontré, ça fait longtemps. Oui, j'aimerais vraiment que ça soit réalisé, parce que ces gens ont rendu service non seulement à notre communauté, mais à la société en général. Je pense qu'ils le méritent. Vous voyez? Et alors, oui, ça a été ça. Pour moi, ça a été ma façon à moi aussi de contribuer à cette noble cause. Et il faut dire aussi, Franz, qu'à l'époque, cette équipe-là ne voyait pas seulement le Québec, hein. Ils voyaient Haïti, parce qu'ils avaient des programmes d'échange, de collaboration avec le ministère de l'Éducation en Haïti. En Haïti, ouais. Je pense qu'il y en avait une cohorte qui avait été en Haïti. Exactement. Pendant plusieurs années. Ils ont beaucoup aidé au niveau de l'éducation en Haïti. Mais toutes ces instabilités, ces crises à répétition que Haïti a connues ont fait en sorte que tout ce qu'ils ont contribué à faire, tout ça, ça a probablement disparu. Vous voyez, quelle tristesse. Mais en fait, oui, pour moi, ça a été une façon de contribuer, non seulement pour perpétuer ça, mais permettre aux collègues d'avoir cette ressource-là, ce point de repère, de ralliement, où on pouvait ensemble échanger, discuter, et élaborer des projets, les exécuter, et être là pour nos jeunes, les encadrer. Et ça a été tout un beau défi, mais c'était un travail formidable qu'on avait fait. Alors, en fait, le temps vraiment peut nous faire la guerre. Donc, il faudrait aborder d'autres choses, parce que dans ton CV, je regarde, tu as fait beaucoup de lieux d'administration. Oui, entre autres, j'ai quand même pas mal collaboré avec le gouvernement du Québec. Je dois dire, j'ai été nommé par le Conseil des ministres au Conseil des relations interculturelles du Québec comme conseiller où j'ai siégé pendant un mandat. Et mon travail, c'était vraiment de réfléchir ensemble avec tous mes collègues au niveau du Conseil comment donner les meilleurs avis possibles au gouvernement du Québec pour favoriser les bonnes relations entre les différentes communautés ethniques, ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, avec la société d'accueil. C'est comme ça qu'on disait autrefois. On parle de l'administration, un administrateur aussi, en quelque sorte. Où en es-tu avec tout cela maintenant? Bon, écoutez, vous savez, j'ai fait et géré plusieurs projets, vous voyez. En effet. De 1999 à 2014, quand même, j'ai créé l'un des plus grands festivals de musique créole ici au Québec, que j'ai géré pendant 15 ans. Géré de 1999 à 2014, les Fêtes créoles internationales de Montréal, qui réunissait des artistes, des artisans de 17 pays et territoires créoles à travers le monde. J'ai réuni ces gens au Parc Jean-Drapeau. Et les gens, probablement aujourd'hui, ceux qui sont les plus jeunes ne savent pas ça, mais les plus vieux, ils étaient là tous les étés au Parc Jean-Drapeau avant le Festival Haïti en folie. D'ailleurs, je me souviens très bien de Fabienne Collat quand elle a commencé. Elle voulait commencer son truc. C'est moi qu'elle était venue voir pour la conseiller, tout ça, pour lui expliquer comment faire. Et puis bon, je l'ai aidé de bon cœur. Aujourd'hui, son truc a pris de l'envol. Je suis très heureux de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Fabienne, c'est quelqu'un de très dynamique qui travaille. En effet. Et je suis très heureux de voir le succès qu'elle a aujourd'hui. Donc, par après, j'ai créé les Créolofolies de Montréal à La Ronde. J'avais un contrat avec Six Flags, La Ronde, pour faire des événements. J'ai fait ça avec eux pendant 4 ans à La Ronde. Puis j'ai arrêté en 2014 parce que je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose. Je voudrais savoir, arrêter par insatisfaction ou bien par désir de faire autre chose? Je voulais faire autre chose. Parce que ça faisait quand même une quinzaine d'années. J'étais un peu fatigué aussi. Il faut dire que c'est très exigeant faire ça. Et je me suis rendu compte aussi que les appuis financiers
était de plus en plus rare, surtout venant des pouvoirs publics, et c'était extrêmement exigeant. Les gens pensent que ceux qui font des festivals roulent sur l'or, c'est pas vrai. Parce que les gouvernements, au niveau des subventions, ils sont extrêmement pingres, je dois vous dire. Et les commanditaires, trouver du privé pour financer ça, c'est énormément de travail. Donc, mon équipe était rendue au bout du rouleau. Moi aussi, j'étais rendu au bout du rouleau. Donc, on a décidé d'arrêter ça. Mais on n'oublie pas la communauté pour ça. On a d'autres choses à faire. J'ai relancé d'autres activités et c'est comme ça qu'on a lancé les Journées internationales de la diaspora. C'est encore de la culture, mais plus une réflexion à un plus haut niveau. D'accord, d'accord. Donc, les Journées internationales de la diaspora qui vont se faire cette année au Palais des Congrès. Cette année. Okay. Cette année de Montréal. Donc, c'est pendant l'été alors? Non, c'est cette année pendant le printemps. Pendant le printemps, du d'accord. 11 au 13 avril 2025. Alors, c'est sur ça que je travaille maintenant. Et ça va être pour nous. Alors, je dois vous dire que je dois te dire, on reste dans le tutoiement. Je souris, France. Autrement dit, je vais vous voir aussi. N'est-ce pas? Alors, je dois te dire, France, que les Journées de la diaspora, c'est une vitrine qu'on a créée. Une vitrine pour permettre aux individus et aux organisations haïtiennes de la diaspora de pouvoir présenter tout ce qui se fait de bien et de beau dans notre diaspora. Pas seulement dans la communauté haïtienne de Montréal, mais d'un peu partout. Je pense que c'est une bonne chose de faire ça, parce que vraiment, de nous faire apparaître. Exactement. Alors, les Journées internationales de la diaspora, c'est un événement très inclusif. Nous ouvrons les bras, nous accueillons tous les Haïtiens, peu importe leur allégeance politique, leur religion, d'époux haïtiens ou welcome. Et ce que nous faisons, on le fait comme ça. C'est pas inévident que ça peut dériver vers la politique. Toi, tu ne le veux pas, mais il y en a qui vont venir précisément et puis... France, est-ce qu'on a ici pas parler politique? Non. On dit qu'au Québec, le hockey et la météo, c'est le sport national du Québec. Ouais. Mais la politique, c'est le sport national d'Haïti. C'est incroyable. Tout Haïtien fait politique. Dérivé, toujours. Oui. Mais moi, ce que je dis, écoute, peu importe l'allégeance, les allégeances politiques, peu importe les religions, peu importe les couleurs, c'est ouvert à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes, de tous âges, de toutes générations, occasion ensemble de réfléchir ensemble. Et ce qu'on dit aux gens, ce que nous sommes en train de faire là, sont combites, dans un esprit de combite. On dit à tout le monde, venez avec nous, venez réfléchir ensemble, parce que notre pays traverse vraiment des moments extrêmement difficiles. Oui. Et ce pays, si nous ne faisons rien, il pourrait disparaître. Et non pas qu'à qui tombe bagaille qu'on s'en fait. Nous devons joindre ceux qui sont en train de lutter vraiment à tue-tête pour voir comment ils peuvent nous sortir des difficultés que nous avons. Voilà. Nous n'avons pas l'ambition ou la prétention de vouloir aller sauver Haïti, c'est pas ça. Nous, ce que nous disons, nous allons permettre aux gens, à ces décideurs, à ces personnes qui font des choses dans la diaspora, de réfléchir ensemble et de voir quelles sont les meilleures pratiques. Il y en a malgré tout qui font aussi en Haïti. Exactement. Quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les meilleures stratégies que nous pouvons adopter pour favoriser notre épanouissement en diaspora. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, cette diaspora-là apporte énormément de support à Haïti. Comment nous pouvons... Et ça rejoint, mesdames et messieurs, la tendance des enseignants, généralement, c'est-à-dire qu'on parle d'objectifs, c'est important, c'est-à-dire que de réaliser nos objectifs. Ouais. Deuxième objectif, comment pouvons-nous réfléchir pour optimiser ce support et cette aide que nous envoyons en Haïti? Vous savez que cette diaspora-là envoie beaucoup plus d'argent en Haïti que
toutes ces aides, ces prises tendues, aides que la communauté internationale envoie à Haïti. Alors, comment on peut optimiser tout ça pour mieux aider ce pays à avancer? Y en a-t-il d'autres objectifs? On va revenir dans quelques instants, mesdames et messieurs. Donc, nous recevons pour vous M. Gérald Jean. Donc, à tout à l'heure. Naviguant ça et là pour noyer ma douleur. Au milieu de la mer, juste pour fuir ma misère. Les enfants si chétifs, un pays en lambeaux. Sur un système pourri, tu bâtis ton bonheur. Mais montagne dénudée, l'éducation ruinée. Je mange dans les poubelles, les haillons sont des draps. Si je tends la sébile qui m'endort à l'ONU, ma vie sans lendemain. Si Haïti se meurt, oh, 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 mes montagnes dénudées, l'éducation ruinée. Je mange dans les poubelles, les haillons sont mes draps. Si je tends la sébile qui m'entend à l'ONU, ma vie sans lendemain. Si Haïti se meurt, oui, tu l'as étripé, tu lui as vidé son sein, tu l'as trop exploité, tu lui as crevé les yeux. Tu viens du fond de l'enfer, des tréfonds de Lucifer. Alors de siècle en siècle, tu deviens avare. Oui, tu l'as étripé, tu lui as trop exploité, tu lui as vidé ses seins, tu lui as crevé ses yeux. Les fous du fond de l'enfer, du tréfonds de Lucifer. Oh, 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 oh. Alors, ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, c'est de voir tous les projets de Gérald Jean. Donc, nous revenons encore une fois pour parler de tous les projets, de tout ce qui est comme tel. Alors, on parlait d'objectifs. Oui. Est-ce que ce sont des objectifs généraux ou des objectifs spécifiques? Oui. Alors, Franz, je vais te retourner un peu ton commentaire de tantôt. On voit bien le prof qui parle. Oui, en fait, généralement, ce sont les deux objectifs qu'on s'est fixés. On s'est fixés pour... maintenant, dans le spécifique, on va arriver pendant le sommet. Et à ce moment-là, on va plus détailler les choses. Les choses, d'accord. Effectivement. Donc, Mais- il va falloir revenir, Oui, revenir sur le plateau ici, là, parce Oui. qu'on a beaucoup de choses à parler. On n'a pas parlé d'Haïti, Avec plaisir. et je pense que ce chapitre-là, on va fermer lorsque ce sera le temps de fermer l'émission, mais on doit revenir. Est-ce que tu nous promets de revenir? Absolument. Ah ben, j'apprécierais. Absolument, vous J'apprécierais. m'invitez. Alors, l'équipe m'invite, tu m'invites, et puis je me Mais présente. ça me fait plaisir. Je me présente. Merci. Mesdames et messieurs, c'est une promesse. Oui, et donc voilà.
Oui, alors c'est ça. Donc, je parlais, en fait, c'est en blague, je le disais, mais quand même, je sais que parler d'objectifs, ça peut avoir des détails en tant que tel qu'il faut donner. Oui, alors, les journées de la diaspora, ça va se dérouler sur 3 jours, du 11 au 13. Alors, le 11 avril, ça va être en après-midi, en soirée, ça va être le cocktail lancement de l'événement. D'accord, d'accord. OK? Donc, évidemment, THM va être invité. Toute l'équipe, voilà. vous êtes déjà, l'invitation est déjà là. Merci. Le lendemain, le 12, ça va être vraiment des conférences et des panels de discussion, etc. Ça va partir de 10 h le matin et jusqu'à 5 h de l'après-midi. Est-ce que ce sera reparti, comme par exemple, pour les panels, comme par exemple, il y a tel secteur, on va s'occuper de telle thématique, un autre secteur? Comment ça va Nous avons différents chantiers. Alors, il y aura un chantier sur l'économie et les finances, un autre chantier sur la culture, un autre sur l'éducation. On a un chantier sur la coopération internationale. On a un chantier sur l'intelligence artificielle. Le IA, oui. On en parle tellement aujourd'hui. Exactement. Alors, il faut vraiment commencer à penser à l'intelligence artificielle pour le devenir d'Haïti. Et on ne peut pas manquer ce bateau. Et les Haïtiens doivent être au courant. Ce serait tellement long. Tu aurais tellement à en fait, m'expliquer concernant les inquiétudes que j'ai de voir cette affaire-là. Ça peut être bon d'un côté, l'IA, l'intelligence artificielle, qui commence déjà. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à travers ça? Les progrès, tout ce qui est nouveau a toujours suscité des inquiétudes chez les humains. Vous savez, au moment de l'invention de l'ampoule électrique, il y a les gens qui les cassaient à coups de gourdes et de bâtons. Ils brisaient les lampadaires dans les rues parce qu'ils disaient que ce truc-là allait causer toutes sortes de problèmes au cerveau, tout ça. Il y a des gens qui brûlaient les livres parce qu'ils disaient que ça donnait toutes sortes de tumeurs au cerveau, n'est-ce pas? Non, il y a toujours des réticences par rapport au progrès, à l'évolution. Mais je suis confiant que les humains sont capables autant du pire que du meilleur. L'intelligence artificielle, par contre, c'est différent, parce que là, on est en train d'apprendre à des machines à faire certaines choses que les humains font. Justement, et c'est là que mon problème, parce que il y a certainement un danger. Oui. Mais un être humain, ça reste et demeure un être humain. Je ne pense pas qu'un jour, les machines vont finir par nous contrôler. Mais les machines peuvent, à un moment donné, causer des dégâts. Oui. Bon, on parle de l'intelligence artificielle, mais c'est tellement vaste, Gérald. Est-ce qu'on peut mettre ça un petit peu, reléguer ça à l'arrière-plan? On y reviendra peut-être. Oui, revenons aux Journées internationales de la diaspora. Voilà, revenons à nos moutons un peu. Alors, comme tu peux peut-être le comprendre, il y aura différents chantiers. Okay? Il y aura aussi une foire expo avec beaucoup d'exposants. Parce qu'on va être là-bas, on a le foyer au 5e étage et on aura énormément de place pour des gens qui veulent présenter, des entreprises qui veulent présenter leurs produits, leurs services à différents clients. On aura un salon des affaires aussi, ou des entrepreneurs qui veulent faire du réseautage, se rencontrer, échanger, etc. Et surtout, il y aura un gala de reconnaissance, un gala d'excellence, pour récompenser et reconnaître aussi les individus d'origine haïtienne et d'autres individus non haïtiens, mais qui sont des amis d'Haïti, des amis de la diaspora, qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, parce qu'il y en a, des étrangers qui ne sont pas haïtiens, mais qui sont avec nous de tout cœur. D'accord. Et des organisations aussi qui vont être reconnues. Et alors, je ne sais pas si je peux donner le scoop, mais bref, il y a une organisation amie, pas mal proche de vous, pas mal proche de la télévision, qui sera honorée. Vous voyez, au cours de ce gala d'excellence-là. Bon, c'est bien. Évidemment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'organisations et d'associations qui font des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, qui méritent d'être reconnues et récompensées. Mais les Journées internationales de la diaspora, c'est une institution qui est appelée à devenir pérenne. Donc, il y aura d'autres années, d'autres éditions, et on aura le temps de reconnaître la contribution de ces personnes-là au fil des éditions. Donc, c'est déjà une invitation pour tout le monde. Et
Franz, tu me permets Oui. de lancer une invitation particulière aux À hommes, qui? aux femmes d'affaires de la communauté haïtienne de Montréal, aux entreprises de la communauté. C'est l'occasion pour vous de venir rencontrer cette communauté, de présenter ce que vous faites de bien dans vos entreprises. Venez présenter vos produits et vos services. Nous sommes ouverts. Nous avons des kiosques. Alors, c'est l'occasion pour vous de venir rencontrer sur place cette clientèle-là. Ben, prenez un kiosque avec nous pour permettre aux gens de voir ce que vous avez à faire. Contactez-nous. Vous voyez, nous avons notre site Internet. Toutes les informations sont sur le site. Le site, c'est jidhc.ca. C'est pas Vous compliqué. pouvez leur parler directement. Oui, c'est ça. J pour journée, I pour international, D, diaspora, H, haïtienne, C, Canada. jidhc.ca. C'est notre site Internet. Vous avez toutes les informations et pour nous contacter, pour pouvoir avoir votre kiosque à tous les niveaux. On a des délégations qui vont venir d'Europe, mais même d'Afrique. L'Association des Haïtiens Ah, d'Afrique, c'est une bonne chose. qui est basée à Nairobi, au Kenya, manifeste le désir de venir ici. Il y a beaucoup d'Haïtiens de la diaspora, des gens qui sont quand même connus dans le milieu cinématographique, dans le milieu sportif. Et même on prévoit recevoir certaines personnes de la délégation olympique haïtienne. Et je ne vais pas trop citer de noms présentement, mais dans une prochaine entrevue, si on a une prochaine entrevue, à ce moment-là, je pourrais dévoiler tout ça avec la programmation en main. D'accord, d'accord. Mais il y a vraiment la table est mise pour quelque chose de très, très beau. Est-ce que la table sera mise aussi pour, je ne sais pas, les artistes musiciens là, tout... Ça, on est en train de regarder. De- On est en train de regarder. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que le gala que nous allons faire, ce n'est pas vraiment un gala musical D'accord, comme d'accord. tel. Vous voyez? Donc, mais les Journées de la diaspora se donnent aussi pour mission de pouvoir organiser d'autres événements pendant l'année. Ce n'est pas seulement de sommet. Vous voyez, on peut organiser un gala pendant l'année, à ce moment-là où il y aura de la place pour plusieurs artistes, faire de belles prestations culturelles. Mais pour cette fois-ci, du 11 au 13 avril, il n'y aura pas de gros spectacles comme au Gala des Prix Jumeaux. Est-ce que c'est autant facile de pouvoir réaliser ces choses? Ça ne demande pas des nuits d'insomnie Poser la question, c'est y répondre. Mais je dois dire que oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination, mais l'expérience est là. N'oubliez pas, j'ai passé 15 années à organiser des festivals, des grands événements de masse. C'était quand même des mois et des mois de préparation pour aboutir à un événement. Vous savez, il y a une des éditions, parce que nos affluences, ça variait entre, je ne sais pas, 15-18 000 personnes et jusqu'à 46 000 personnes que j'ai eues une année au Parc Jean-Drapeau. Donc c'était quand même pas mal de gens à gérer. Il y avait du monde à la messe là. Alors, Je reviens sur la question d'objectif. Il nous reste quelques 5 minutes. De savoir exactement, après avoir réfléchi ces choses-là, dans quel que soit le lieu où tu as fonctionné, que tu continues à fonctionner, et ce que tu es en train de faire, je parle de l'objectif, les objectifs terminaux. Est-ce que tu es toujours satisfait, c'est-à-dire que tu arrives à compléter ces objectifs et dire que bon, c'est fait, l'objectif terminal c'est fait? non, Non. non, parce que vous savez, on peut toujours mieux faire. Toujours mieux faire. Et moi, je suis un perfectionniste. Je veux toujours aller plus loin. Je veux toujours faire mieux. Mais chaque jour, un petit pas de plus, ça nous emmène. Quelque chose qu'on fait, ça reste toujours perfectible. Mais est-ce qu'on finit un jour par atteindre son objectif à 100%? Je ne pense pas. Dans la vie, on fait de notre mieux. Et puis on regarde en arrière le chemin parcouru. On dit, ben, si ce n'est pas abouti à 100%, à un moment donné, quelqu'un d'autre viendra faire le reste. Le reste. Moi, je crois que l'important, c'est qu'on doit faire de son mieux et être de bonne foi, être honnête envers les gens,
continuer à travailler pour améliorer le quotidien, faire en sorte que la vie est meilleure aujourd'hui que hier et moins bien que demain. Oui, Donc, et comme nous sommes éducateurs, nous sommes enseignants, je voulais savoir comment tu penses, par rapport à tes expériences, de soumettre ces connaissances, ces savoirs à la relève. nous avons un atelier, nous avons un chantier sur les aînés, mais nous avons aussi un chantier sur la jeune génération. Donc, on veut que les jeunes viennent dans les journées de la diaspora et voient tous ces adultes-là, leurs aînés qui interagissent, qui réfléchissent entre eux, qu'ils apprennent. Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, ça va être eux Ça va être justement. qui vont être aux commandes. Là. En question de transmission. Donc, transmission voilà. Et ce que je disais à des amis, on était ensemble en train de souper dans une soirée, et je leur disais, les gars, voyez-vous ce qui se passe, c'est que nous, vous et moi, on se connaît. Mais je constate que vos enfants ne connaissent pas mes enfants. Et mes enfants ne connaissent pas les vôtres. Nous avons un travail à faire. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette génération-là, les jeunes se rejoignent et apprennent à se connaître pour construire et bâtir ensemble. C'est ça très, très important. Et c'est comme ça qu'on va arriver à transmettre les connaissances, à transmettre les valeurs, les cultures, les traditions. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer à exister en tant que communauté, en tant que peuple. Oui, tout à fait. Nous vivons trop... Et c'est là que, en fait, on va revenir, parce qu'on a mis de côté l'affaire d'Haïti, mais je pense à nos jeunes en Haïti, c'est-à-dire que pour la relève, de voir... parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais qui n'ont pas la chance de pouvoir évoluer pour avoir du succès. Alors, Franz, tu vas me permettre de te dire avant de terminer, je ne fais pas ça tout seul. J'ai une équipe avec moi et j'ai surtout mon partenaire d'affaires, qui est Jean-David Prophète. C'est lui qui était l'initiateur des Journées de la diaspora au début. Mais on s'est réunis, on s'est associés et maintenant on est devenus les deux partenaires à égalité, 50-50. Donc, on est les deux copropriétaires et les deux dépositaires de cette société-là qui organise. C'est une société qui s'est donné une mission sociale. Vous voyez? Ce n'est pas une société qui est là pour faire de l'argent. Une mission sociale avec deux grands objectifs, l'épanouissement de la diaspora et comment optimiser tout le support que la diaspora apporte à Haïti. Réunir tout le monde dans un grand combat pour qu'on puisse avancer ensemble et devenir plus fort. Plus fort. Ensemble. Dans le vivre ensemble. Dans le Exactement. vivre ensemble. Pas le vivre ensemble comme on parle dans notre pays, là, mais le vivre ensemble. Bien, c'est tout le temps dont on dispose pour, n'est-ce pas, l'émission d'aujourd'hui. Mais la promesse est faite que tu vas revenir. Et puis, je te dis merci par avance. C'est un grand plaisir et je remercie la THM. Et écoutez, je suis très heureux de voir l'évolution de cette télévision. Et je pense que vous avez, depuis votre existence, vous avez fait du bon travail dans cette communauté. Et la communauté se doit de reconnaître la valeur et toute l'importance du travail que vous faites ici. Et moi, sur ce plateau, je suis témoin de voir comment vous faites ça avec tout le cœur, tout ce que vous mettez là-dedans comme énergie. Je pense que ça mérite d'être encouragé. Et je demande à la communauté, à toutes les personnes qui ont des entreprises, qui font quoi que ce soit, de supporter cette télévision. Nous devons apprendre à préserver et à protéger et à aider nos acquis à progresser et surtout à devenir pérenne, à ne pas disparaître. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors moi, merci THM et continuez votre bon travail. Mais c'est à notre tour, n'est-ce pas, de te remercier d'être venu à notre studio. Donc nous disons que cette émission, n'est-ce pas, est une réalisation de Franz Saint-Louis, n'est-ce pas, avec comme recherchiste Yannick Joseph. C'est très important de parler de lui. Quant à moi, c'est l'animateur qui fait l'émission pour le plaisir de tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Franz. Alors, bonne année 2025. Merci. Bonne année à vous.